La sortie longue en endurance fondamentale est difficile à catégoriser. Est-ce que ça reste une séance facile car elle est effectuée en zone 2 ou est-ce qu'on doit la catégoriser comme séance intensive vu la fatigue qu'elle génère? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc pour commencer, laisse-moi te lire la question que m'a posée un des auditeurs en commentaire. La sortie longue de la semaine peut-elle être considérée comme une séance d'intensité même si elle est pratiquée en zone 2? Dans le sens où c'est intense pour l'organisme. Donc avant de répondre à cette question, on va regarder quelques points importants, notamment qu'est-ce que l'endurance fondamentale, qu'est-ce que la zone 2? Pour moi, c'est la base de la pyramide de l'endurance, c'est-à-dire que c'est ces entraînements de basse intensité qui vont former le socle sur lequel tu vas pouvoir développer une condition physique, sur lequel tu vas pouvoir superimposer des séances d'intensité, qu'elles soient de moyenne, de haute intensité, voire de très haute intensité selon les besoins. Mais c'est véritablement ta base de travail, ta capacité de travail, de récupération. C'est vraiment ça qu'on veut dire quand on parle d'endurance fondamentale. Maintenant, si on fait le lien avec la sortie longue, donc la sortie longue, c'est en général une longue séance qui est effectuée à basse intensité, donc en endurance fondamentale ou en zone 2, avec un objectif principal, celui de développer la durabilité. La durabilité, c'est une qualité d'endurance importante et forcément, plus ta compétition sportive est demandante ou contraignante du point de vue de la durée, et plus ces séances vont être indispensables. Les adaptations qu'on recherche avec ce genre de séance, ça va être le fait de réduire ou ralentir l'accumulation de la fatigue, ce qui veut dire concrètement que tu vas pouvoir produire des performances qui sont importantes, qui sont proches de ton max, même avec de la fatigue accumulée. Pour prendre un exemple très très concret, si on prend un test FTP de 20 minutes, eh ben on sait qu'il y a pas mal de gens, pas mal de cyclistes qui sont capables de produire des watts assez comparables à ce qu'on voit chez les cyclistes professionnels, les gars du Tour de France par exemple. Par contre, si on fait pédaler quelqu'un pendant 3 heures et ensuite on lui fait faire un test de 20 minutes, eh ben là, ce qu'on voit chez les pros, c'est qu'ils ont une durabilité qui est hors norme, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir tenir un très très haut pourcentage de leur test maximal, leur test frais sur 20 minutes, même après des heures et des heures d'entraînement. Et c'est là où on voit vraiment la différence entre les élites et les autres, c'est que leur durabilité va être bien plus importante. Et forcément, donc ça, c'est une adaptation qui est physiologique. Il y a une adaptation qui est mécanique également. Alors forcément, ça dépend de la modalité dans laquelle on effectue ces sorties longues. Est-ce que tu effectues une sortie longue en vélo? Dans ce cas-là, le paramètre mécanique va être moins contraignant que par exemple en course à pied. Et donc forcément, si tu t'entraînes pour des ultra-trails ou pour des courses qui sont très longues, le fait de pouvoir endurer des séances qui sont de très longue durée en course à pied va te permettre de développer cette résistance à la fatigue, de développer cette résilience mécanique, ce qui fait que quand tu vas faire ta course, quand tu vas faire ta compétition, tu seras capable de tenir des allures sur des temps très très importants malgré la charge mécanique et malgré la fatigue qui s'accumule au niveau physiologique. Et donc je viens d'en parler, on peut effectuer une sortie longue de plusieurs manières, avec plusieurs modalités, et selon la modalité qu'on choisit, la contrainte ne va pas nécessairement être la même. C'est-à-dire que si tu fais une sortie longue en vélo, tu as beau ne pas avoir beaucoup d'expérience en entraînement à vélo, tu vas quand même pouvoir sortir 2-3 heures sur ton vélo. Alors oui, ça va te fatiguer plus que ce que tu ferais sur 1 heure, mais ça reste quelque chose qui va être tolérable. Alors que si tu débutes en course à pied et que tu arrives à peine à faire une demi-heure ou 3/4 d'heure de course en continu, aller faire 2 heures ou 3 heures de course à pied en continu va très certainement être une mauvaise idée, en tout cas au départ. Alors attention, je suis pas là pour te dire que s'entraîner dur et s'entraîner long, c'est pas une bonne idée. Je suis le premier à dire que il faut s'entraîner dur et si tu as besoin de développer ta durabilité, ta résistance à la fatigue, tu dois faire des sorties longues. Mais une sortie longue de 3 heures en course à pied, c'est pas quelque chose qu'un débutant en course à pied devrait faire. Une alternative que j'aime bien, c'est la marche ou la marche lestée. Donc partir faire une randonnée de 3 ou 4 heures, c'est une manière très très simple de développer ta durabilité, ta résistance à la fatigue. Alors, c'est pas la même contrainte que la course à pied, on est d'accord, mais si c'est quelque chose que tu veux développer, que tu fais de l'ultra trail par exemple, ça peut être un très bon point de départ si tu ne peux pas encore tolérer des longues courses à pied. Et si on parle de la place de ces sorties longues dans l'entraînement, forcément, plus ta compétition est demandante d'un point de vue de la durée, et plus ces sorties longues vont être importantes. Et c'est quelque chose que tu peux progresser au fil du temps. Tu n'es pas obligé de commencer avec une séance de 3 heures. Si tu n'as jamais fait de sortie longue, mais que tu as l'habitude de faire 1 heure en zone 2, par exemple, tu peux commencer avec 1 heure et quart de zone 2. Dans 2 semaines, après ça, tu peux partir sur 1 heure et demie et progressivement augmenter la durée de la séance, mais toujours en t'assurant
que l'étape d'avant est validée et que tu peux bien récupérer de cette séance avant de passer à la prochaine. Avant d'en arriver à la question principale de la vidéo, est-ce qu'on peut considérer une sortie longue en basse intensité comme une séance intense au vu de la fatigue que ça va engendrer? Je voulais te dire que je t'ai créé un nouveau guide gratuit en 4 vidéos pour t'aider à mieux comprendre l'endurance et améliorer ta performance ainsi que ta structure d'entraînement dans la semaine. Si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le lien dans la description et visionner directement ces 4 vidéos. On en revient au sujet du jour. Donc, comment est-ce qu'on catégorise une sortie longue en endurance fondamentale? Alors, personnellement, la manière dont j'aime structurer les choses en termes de catégorie de l'entraînement, en gardant en tête que ça reste un modèle, donc tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Celui-ci me semble utile pour catégoriser les séances. En gros, il faut se poser la question, est-ce que je peux récupérer de cette séance en moins de 24 heures? Parce que forcément, si ça tombe dans cette catégorie, eh ben, le lendemain, je peux refaire une séance, qu'elle soit de basse, de moyenne, de haute intensité ou une sortie longue, parce que je n'aurais pas été impacté par la séance précédente ou par la séance du jour précédent. Et donc, si on pose cette question sur une séance d'une heure de zone 2, par exemple, eh ben oui, je vais facilement pouvoir en récupérer et le lendemain, je vais pouvoir refaire la même séance, voire faire des séances plus intensives sans avoir d'effet négatif de cette première séance ou de la séance du jour d'avant. Si je prends une séance à haute intensité, eh ben, c'est quelque chose qui va prendre en général plus de 24 heures pour bien en récupérer. Et donc, je ne vais pas pouvoir placer la même séance intensive le jour d'après. Donc, une séance de haute intensité tomberait dans la case ou dans la catégorie intense. Alors, après, il faut voir aussi comment on utilise notre vocabulaire, parce qu'une sortie longue en endurance fondamentale, c'est pas intense d'un point de vue de l'intensité, mais c'est intense d'un point de vue de la fatigue que ça va engendrer, comme la personne l'avait dit dans le commentaire. Donc, de mon point de vue, une sortie longue doit être catégorisée comme une séance difficile ou comme une séance intense ou comme une séance contraignante simplement du fait que eh ben, si tu fais vraiment une longue sortie, le lendemain, il y a des chances que tu aies un peu plus de fatigue accumulée que si tu as fait une sortie courte d'une demi-heure ou d'une heure et tu vas pas forcément vouloir faire une grosse séance d'intensité le jour après une sortie longue. Donc personnellement, moi, je la mettrais dans la même catégorie que la moyenne, la haute et la très haute intensité, de manière à bien organiser sa semaine et ne pas essayer de placer des séances intenses juste avant ou juste après une sortie longue. Après, pour pousser la réflexion un petit peu plus loin, rien ne t'empêche, et ça aurait du sens si, encore une fois, c'est ce que tu dois faire dans ta compétition. Par exemple, si tu fais des cyclosportives et que tu dois monter quelques cols durant ta course qui va durer quelques heures, et ben forcément, placer de l'intensité dans une sortie longue peut être très, très intéressant. Par exemple, faire un 3 fois 20 minutes au tempo à cadence basse dans une sortie de 3 à 4 heures. Ça peut être un moyen très très pertinent de développer cette résistance à la fatigue de manière un peu plus spécifique à ta course. Alors là, forcément, c'est une sortie longue et en plus de ça, on rajoute de l'intensité. Donc, on va catégoriser cette séance comme intense et on va faire en sorte qu'on puisse bien récupérer de cette séance, soit le jour avant, soit le jour après. Donc voilà pour ce qui est de la sortie longue, que ce soit à vélo, en course à pied ou même en marche lestée. J'espère que je t'aurai donné quelques clés pour réussir à mieux catégoriser ces séances et mieux les inclure dans ta semaine d'entraînement. Je me réjouis de lire tes commentaires. Soutiens la chaîne en cliquant les liens dans la description et je te vois dans la prochaine vidéo.